L'actualité de ce jour nous emmène au Cameroun où la fête du travail s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les entreprises du secteur privé, public et parapublic ont honoré le défilé des travailleurs. En vue d'apporter une réponse à la problématique majeure du soutien à l'initiative privée, 3 entreprises ont signé un partenariat au cours d'une rencontre. Après des activités subventionnées dans le cadre de leur relation avec le groupe école de IAE, les investisseurs et partenaires ont procédé à une évaluation, c'était à Azagui, Awa. Et la Salomon Pessalim Business School lance une nouvelle rentrée à son campus de Boaké. Nous en saurons plus dans ce journal. Madame, Monsieur, ravi de vous savoir en notre compagnie. Vous faites bien de vous informer sur Business 24 Africa. Démarrons en célébration avec la Journée internationale du travail au Cameroun, avec pour articulation majeure le défilé. Les entreprises des secteurs privés, publics et parapublics ont témoigné leur fierté de contribuer au développement de la nation en honorant le défilé des travailleurs devant un parterre d'autorités administratives. Les festivités se sont par la suite déroulées en interne. Le récit de Arnaud Ndal et Laurent Bock à Yaoundé. Un pas marque le 1er mai au Cameroun d'une empreinte indélébile, celui du traditionnel défilé des travailleurs sur le boulevard du 20 mai à Yaoundé. 100 carrés de 50 personnes, soit plus de 5000 personnes professionnellement actives, ont défilé sous le regard attentif des membres du gouvernement. Le 1er mai est l'occasion de mener une réflexion sur les conditions de l'employé dont l'amélioration reste encore un défi. D'ailleurs, le thème de cette 137e édition interpelle. Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. Pour cette 137e édition de la Fête du Travail, l'aviation civile, le secteur aérien en particulier, est engagé avec la communication, plus de dialogue entre les employés et les employeurs, ce qui va renforcer la résilience et le travail décent en quelque sorte. Le travail rassemble l'ensemble du personnel du cabinet EDRAC. Ici, les employés n'ont pas pris part au défilé, mais ils se sont donné rendez-vous au sein de l'entreprise pour des réjouissances méritées. Tous les 1er mai, c'est une coutume chez nous, même en période de Covid. Le DG a essayé quand même de penser à ses collaborateurs. On célèbre le personnel. Il faut reconnaître quand même que toute une année, on passe le temps à courir derrière la recherche des projets, derrière la réalisation des projets, derrière également le bien-être de ces personnels. Et ce bien-être, il atteint son apothéose aujourd'hui. La Journée internationale du travail est l'occasion de reconnaître le mérite des hommes et femmes de labeur et les encourager à l'occasion de cette édition à ne pas céder face aux situations difficiles. Et de retour en Côte d'Ivoire pour parler de la question du financement des entreprises ivoiriennes qui était une fois de plus au centre d'un atelier ce mercredi à Abidjan. Une rencontre qui a réuni le Fonds de solidarité africain, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'Association des professionnels de banques et établissements financiers en Côte d'Ivoire, qui désormais sont des partenaires en vue d'apporter une réponse à la problématique majeure du soutien de l'initiative privée. Walter Kofi et Marius Seri. De 100 millions à 17 milliards de francs CFA avec un accompagnement jusqu'à 80% de soutien aux banques dans la prise de risque. Voici l'une des modalités présentées par le Fonds de solidarité africain FSA dans le cadre de ses interventions pour faciliter le financement des besoins émis par les entreprises. Des offres présentées aux acteurs du secteur bancaire en Côte d'Ivoire, réunis au sein de l'Association des professionnels de banque et établissements financiers APBF et le secteur privé représenté par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Des assises qui annoncent une nouvelle collaboration entre les 3 entités dont le centre d'intérêt se trouve être les entreprises nationales, principal moteur de croissance du pays. L'institution met à notre disposition une panoplie d'instruments opérationnels qui sont d'un appoint évident
pour la menée de nos activités. Des échanges menés en amont, le FSA s'affirme comme un catalyseur de financement. Auprès de la Côte d'Ivoire, depuis déjà une quarantaine d'années, à travers des aides financières, le FSA, par cette initiative, aux côtés de la CGC et de la PBFCI, renforce son ancrage dans le pays. L'installation qui est en cours est justifiée par le potentiel de ce pays, parce que rien que si je prends sur le plan de la sous-région, la Côte d'Ivoire est la locomotive comme on l'a tous admis. Et donc si on se réfère sur l'apport que le FSA a fait à ce jour, nous estimons que le conseil d'administration du FSA a estimé que ce serait vraiment intéressant de se rapprocher encore plus de son champ d'action, notamment en Côte d'Ivoire. Créé en 1976 à Paris, le FSA, depuis près de 45 ans, l'institution à la date du 31 décembre 2022 a accordé aux banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire des garanties pour un montant total de 182 milliards de francs CFA. Et un mot environnement dans ce journal. Abidjan accueille depuis hier et ce jusqu'au 4 mai un atelier de renforcement des capacités sur la planification intégrée climat-qualité de l'air pour l'Afrique francophone. À l'initiative de la Coalition pour le climat et l'air pur, l'objectif est entre autres de favoriser les échanges, le partage d'expériences et des informations scientifiques les plus récentes sur les réductions d'émissions polluantes climatiques. Issa Badini et Augustin Kra ont été témoins des échanges du premier jour. Ils sont venus du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, du Sénégal, de la RDC. Bref, c'est au total une cinquantaine de participants issus des pays francophones d'Afrique qui prennent part à cet atelier de renforcement des capacités sur la planification intégrée climat-qualité de l'air. Aux côtés des pays francophones, plusieurs organismes internationaux, au rang desquels la CEDEAO, les EIZ et l'ONU Environnement. L'Afrique aujourd'hui a un agenda commun pour l'environnement et tout si problématique que ce soit la qualité de l'air, le changement climatique, il faut que tout le monde soit, comme on dit, sur la même page et qu'on avance ensemble avec nos partenaires, que ce soit des partenaires de développement, les partenaires techniques ou les partenaires financiers. En plus de contribuer à l'agenda 2060 de l'Union africaine, la réduction des polluants climatiques et de courte durée de vie à l'échelle du continent permettrait d'éviter 800 000 décès prématurés par an et près de 11% des récoltes de blé à l'horizon 2063, tout en réduisant de façon considérable les impacts du changement climatique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est environ 8 millions de personnes qui meurent chaque année du fait de la pollution, dont 670 000 en Afrique. Ces échanges de bons procédés sur la manière de réaliser concrètement les réductions d'émissions de polluants climatiques de courte durée se poursuivent jusqu'au jeudi 4 mai. Il faut rappeler que cet atelier est à l'initiative de la Coalition pour le climat et l'air pur, CCAC. Ce mardi s'est tenue à Abidjan une conférence de presse marquant le lancement de la 3e édition du Salon de l'imprimerie. Ce salon dénommé L'Imprimeur est prévu se dérouler du 1er au 3 décembre 2023 au Palais de la Culture de Treichville. Le thème retenu pour cette 3e édition est défis, stratégie et financement du secteur. Cette rencontre d'échange avec les hommes de médias et les professionnels de l'imprimerie a permis de révéler les innovations à ce rendez-vous. Le reportage est signé Michel Brou et Marius Siri. Discuter des défis auxquels sont confrontés le secteur de l'imprimerie, des stratégies pour y faire face et trouver des solutions de financement possibles. Ce sont les grandes lignes abordées en conférence de presse et qui marqueront la 3e édition du Salon de l'imprimerie. Un accent particulier a été mis sur la nécessité de moderniser les équipements et les méthodes d'impression, la formation des jeunes afin de mieux répondre aux demandes des clients et rester compétitifs sur le marché. Les entreprises pourront présenter leurs produits et services et nouer des contacts avec de potentiels clients et partenaires. La problématique du financement qui est au cœur des problématiques des entreprises du secteur de l'imprimerie et des métiers connexes
nous permet donc de déboucher sur un thème qui s'intitule l'imprimerie, défis et stratégies pour un meilleur financement des imprimeurs dans les pays en voie de développement. Il s'agira pour nous, pendant cette thématique-là, de pouvoir aborder les questions réelles pour pouvoir permettre aux imprimeurs d'avoir des réponses pérennes. L'apport institutionnel, comme ce qu'on a fait ce matin, c'est de venir dire que l'État de Côte d'Ivoire est intéressé, ne laisse pas tourner ce secteur d'abord, que ce secteur tient aussi à cœur nos patrons. 80 exposants, 5000 professionnels et 5000 visiteurs sont attendus. Né de la volonté du promoteur Impact 225, la 3e édition L'Imprimeur veut permettre aux acteurs du secteur d'interagir sur une plateforme professionnelle favorisant les échanges. Lutte contre le blanchiment des capitaux dans un environnement d'inflation généralisée. Le sujet a fait l'objet de débats dans l'enceinte d'Agitel Formation samedi dernier. Profitant du salon annuel de la finance, les élèves et cadres financiers de l'établissement, initiateurs de la tribune, ont voulu s'inquiéter à leur tour du blanchiment d'argent, surtout, disent-ils, dans un contexte d'inflation généralisée. Le point avec Issa Badini et Ismaël Doza. Dans une salle chauffée à blanc pour un sujet tout aussi brillant, dans un contexte international où l'inflation est la chose la mieux partagée. Nous sommes à l'amphithéâtre d'Agitel Formation, dans la commune de Cocody, à l'occasion du Salon de la Finance, 14e du genre, initié par l'Association des élèves et cadres financiers de l'école. La question sur la table, lutte contre le blanchiment des capitaux dans un environnement d'inflation généralisée. Le problème de ce blanchiment-là, c'est que ça nuit à notre économie, puisqu'il faut savoir que ce blanchiment-là est basé sur des fraudes. Donc c'est sur des fraudes qui vont se baser, c'est sur des crimes, c'est sur des délits pour pouvoir faire ce blanchiment-là. Or, nous savons qu'une économie ne peut pas se développer en se basant sur ce genre d'activité. Des débats d'étudiants qui se déroulent devant témoins et pas n'importe lesquels. Ces jeunes gens sont très compétents. Aujourd'hui, on dit non, la jeunesse c'est ceci, la jeunesse c'est cela, mais au vu de ce que nous avons eu comme document, comme idée, comme terme, je pense que ce sont des jeunes gens qui sont très compétents. La présence de Mme Baba, la directrice générale adjointe des impôts, aujourd'hui est une occasion pour nos jeunes de se frotter à l'expérience du terrain. Créé en 1990, le groupe Agitel Formation regroupe aujourd'hui 4 instituts, à savoir l'Institut supérieur de comptabilité et des finances, l'Institut supérieur de communication et des ressources humaines, l'Institut supérieur d'informatique et de NTIC et l'Institut supérieur de management et commerce international. L'Université de l'entrepreneuriat du groupe École 2IAE à Azagiawa a accueilli ce vendredi une délégation de la IEP Education to Employment Programme. Ces investisseurs et partenaires sont allés faire le contrôle et procéder au suivi et évaluation des activités subventionnées dans le cadre de leur relation avec le groupe École 2IAE. Cette visite terrain a permis aussi aux étudiants de plusieurs filières de participer aux ateliers de travaux pratiques, nous disent Pierre Tebeu. Voilà ce que l'on appelle accompagner une jeunesse dans son programme de formation pratique. Les investisseurs de la INP Education to Employment Programme sont descendus le vendredi 28 avril 2023 au centre d'incubation du groupe École 2IAE pour toucher du doigt les réalités des différents projets financés au profit des jeunes de l'Université de l'entrepreneuriat. De la ferme avicole et bovine, en passant par les champs de cacao jusqu'aux abords des étangs piscicoles et des serres, les visiteurs ont apprécié la qualité du matériel utilisé. La grande satisfaction a été cette usine de production d'attiqués, locale financée par les partenaires et qui fonctionne déjà en plein régime. À chaque étape, les partenaires ont posé des questions. À chaque fois, ils avaient des réponses satisfaisantes. Une visite très satisfaisante au regard de la qualité des activités subventionnées qui encouragent le partenaire à poursuivre son accompagnement. Il y a la visite de l'usine d'Atchéké. Quand on voit comment est-ce que nos mamans
produisent l'attiéké et comment est-ce qu'on peut faciliter le travail pour eux. Je trouve que c'est une très belle chose. Également, j'ai été marquée de voir que 2IAE forment des jeunes filles compétentes qui ont l'occasion et l'opportunité de venir réapprendre également à leurs jeunes frères et jeunes sœurs. J'ai été également très surprise de voir que dans ce secteur de l'agriculture, nous avons énormément de jeunes filles. Alors, nous sommes très très fiers d'accompagner 2IAE. Nous sentons que le soutien que nous leur avons apporté, qui a été en termes d'assistance technique, soutien financier, est très bénéfique. Nous voyons que les installations ont commencé à sortir de terre. On le voit bien, le slogan de la formation pratico-pratique que revendique le directeur général du groupe École 2IAE est plus qu'une réalité ici. L'école des entrepreneurs qui allie à la fois la théorie et la pratique se réjouit de ce partenariat-là qui va permettre à l'université d'améliorer davantage l'employabilité de nos étudiants. Vous savez, l'entrepreneur a toujours besoin d'un coup de pouce. Et je suis content aujourd'hui parce que notre président, son Excellence Alassane Ouattara, a décrété l'année 2023, l'année de la jeunesse. La cerise sur le gâteau, on nous dit maintenant 1 milliard par jour pour les jeunes. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, ma joie, elle est grande. Elle est grande parce que enfin, l'école des entrepreneurs a une oreille attentive. Et j'espère que maintenant, nous allons dérouler le rouleau compresseur pour aider la jeunesse ivoirienne. Avec cette subvention de IP2E programme, une nouvelle étape vient d'être franchie dans les activités de formation des étudiants du groupe École 2IAE. L'État et les partenaires sont appelés à poursuivre davantage cet accompagnement des étudiants de l'école 2IAE qui fait de la pratique son mode de formation. L'actualité, c'est aussi la littérature et la culture. La 4e édition du mois du livre a été marquée par un concours de lecture à haute voix. 9 établissements de l'enseignement primaire de Jacquesville étaient en compétition. L'objectif visé par ce concours est de faire la promotion de la lecture. Au terme de ce concours, c'est l'EPP Sodépalme de Jacquesville qui a remporté la finale. Le point de la journée avec Mon Désir Nascimento. L'une des activités phares de la 4e édition du mois du livre à Jacquesville, c'est le concours de lecture à haute voix. 9 établissements scolaires, notamment EPP Habitat, Jacquesville 1, 2, 3, Pacom, Yassé, Municipalité et Sodépalme et AUA ont été soumis à l'exercice de lecture d'une séquence d'une œuvre littéraire des éditions Tabala. Au terme de la compétition, la meilleure lecture a été faite par les élèves de l'EPP Sodépalme de Jacquesville. Au-delà de ce concours, le mois du livre pour Dagri Geneviève Aka, présidente de l'ONG Nklobakan par ailleurs, initiatrice du mois du livre, a pour objectif la promotion de la lecture en milieu scolaire. Comme assaisonnement à la lecture cette année, la composition de la dictée a été ajoutée au mois du livre. La finalité, nos enfants doivent être instruits. Nos enfants ne savent plus lire. Nos enfants ne savent plus s'exprimer. On abrège tout. Moi, c'est de retrouver des nouveaux cadres. Oui, parce que ce sont des futurs cadres du pays qui sont là. Ils ont besoin d'encadrement. C'est pour ça que nous avons besoin des UEP pour pouvoir nous aider. Plusieurs autorités administratives et locales ont pris une part active à cette 4e édition. Ils ont tous souligné les répercussions positives de cette initiative. Tout ce qui vise la culture, la lecture, c'est-à-dire le devenir des enfants, intéresse au plus haut niveau l'État. Nous avons été satisfaits parce que chaque année, Nklobakan vient pour le concours de lecture et orthographe des enfants et tout se passe bien. Et nous voyons que chaque année, nos enfants s'améliorent. Le mois du livre initié par l'ONG Nklobakan et ses partenaires, notamment la Fondation Children of Africa, la Fondation Amadou Hampâté-Bâ, l'UNESCO, la Librairie de France, le ministère de la Culture et de la Francophonie, se poursuit à Jacquesville ce 10 mai avec plusieurs concours de slam dédiés aux élèves du secondaire. Et toujours en culture, l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire célèbre ses 70 années d'existence. La première partie des festivités se déroulera du 4 au 6 mai à l'Institut français. Elle sera marquée par une exposition rétrospective de l'histoire de l'association aux côtés des Ivoiriens. Une occasion de découverte de la culture antillaise et guyanaise. Djekou de Silva. 70 ans, ça se fête. C'est l'objectif de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire. Les 4, 5 et 6 mai, la première partie des festivités aura lieu au Centre culturel français.
Les activités seront marquées par une exposition de l'histoire de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, 70 ans aux côtés des Ivoiriens. Une occasion pour cette association de reconnaître l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Une célébration qui permettra de collecter des fonds en vue de poursuivre le financement des actions sociales de l'association. Cette vieille dame a 70 ans. Elle a été créée en 1953 par des administrateurs français d'origine antillaise, dont les 70 ans cette année. Et nous avons un programme assez alléchant, c'est-à-dire nous commençons à l'Institut français qui nous a toujours accompagnés dans tous nos événements. Et les Antilles et la Guyane, c'est la France. Et donc on parle de l'amitié entre les Antilles et la Côte d'Ivoire, entre la Guyane et la Côte d'Ivoire, mais au fond, on parle de l'amitié entre la France et la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que ces célébrations sont belles. Pour les artistes antillais et guyanais, ce sera l'occasion de présenter la culture créole à la Côte d'Ivoire. Deux artistes, Fred Deschaillès, auteur-compositeur, et Jenny Mézil, chorégraphe, ont promis un spectacle inédit de la culture créole. Pour le jeudi 4, ce que je propose, c'est justement un voyage autour des cultures ivoiriennes. Qu'est-ce que nous, les Antillais, on dansait? Qu'est-ce qu'on écoutait quand on est arrivé sur leur terre? Pour l'introduire, je vais quand même présenter de la musique traditionnelle martiniquaise, guadeloupéenne, qui est ma musique de base, et de la musique guyanaise. Notons que l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire a été créée le 5 mai 1953 et regroupe environ 100 membres pour un effectif de 500 Antillais et Guyanais en Côte d'Ivoire. Elle fait partie des plus anciennes associations en Côte d'Ivoire. Et en religion, en Côte d'Ivoire, le sanctuaire marial national d'Abidjan est considéré à juste titre comme la Lourdes de l'Afrique pour les nombreux pèlerins catholiques qui viennent s'y ressourcer. Bientôt, le site va abriter un centre d'hébergement des visiteurs et autres pèlerins ivoiriens et africains. La pose de la première pierre du centre d'hébergement a été faite par Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. Le commentaire de Zénab Dosso. Le sanctuaire marial national d'Abidjan aura bientôt son centre d'hébergement pour les pèlerins. Le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a procédé ce dimanche 30 avril à la pose de la première pierre. Avoir un centre d'hébergement est ce qui manquait à ce lieu de pèlerinage situé à proximité de l'autoroute du Nord sur l'axe Yopougon-Adjamé, ce qui réduisait sa capacité à accueillir sur une longue période des pèlerins, pourtant très nombreux en provenance de l'intérieur du pays et de l'extérieur. Bâti sur une superficie de 8 hectares, ce centre aura une capacité de 280 chambres d'hébergement avec 3 types de commodités, des chambres avec 1 lit, 4 lits et 8 lits. Dans ce bloc d'hébergement de 7 niveaux en forme de M, pour symboliser Marie et les marianistes, la congrégation en charge de ce sanctuaire. Il y aura aussi des salles de réunion, une chapelle, 8 salles de recueillement, un restaurant, un réfectoire et 3 grands espaces pour les conférences et les messes. Dieu fasse que, après cette pose de première pierre, les travaux commencent le plus tôt possible, il n'y a pas d'arrêt, afin que nous finissions cet ouvrage dans le plus bref délai. Cet ouvrage qui va faire la fierté de l'Église catholique, pas seulement de l'Église catholique, de tout le monde, et ça va nous permettre nous tous de mieux nous recueillir. La pose de la première pierre du centre d'hébergement faite par le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a également été marquée par une messe d'action de grâce. Toujours en religion, l'évangéliste Yao Kofi Roger de l'Église du Christ était en conférence publique à Boaké sur le thème « Viens et vois, l'homme de Dieu a prêché la parole telle que recommandée par Dieu ». Les fondamentaux tels que proclamés par Jésus-Christ dans la Bible constituent l'évangile que prêche l'évangéliste Yao Kofi Roger de l'Église du Christ de Côte d'Ivoire. À une conférence à Boaké, l'homme de Dieu a édifié l'assistance du Centre culturel Jacques Aka à comprendre que la foi repose sur la doctrine du Fils de Dieu Jésus-Christ enseignée par lui-même et contenue dans la Bible. La Bible parle d'un seul Jésus, d'une seule Bible qui parle de Dieu, qui a une volonté unique pour tous les hommes qu'il a créés. Dieu ne demande pas à telle personne fais ça,
à l'autre personne, fais ça. Mais nous avons tous un commandement unique que nous devons obéir. Alors s'il y a une église telle que Jésus lui-même l'a présentée au jour de la Pentecôte, et plusieurs se sont adhérés, je me dis que l'évangile qui a été prêché à Jérusalem, si cet évangile est prêché en Côte d'Ivoire, ça doit produire les mêmes chrétiens, la même adoration. Or, quand les adorations diffèrent des unes des autres, je dis il y a un problème. Il faut que j'attire l'attention sur ceux vraiment qui aiment la vérité. Que découvrons ensemble la vérité et marchons selon la volonté de Dieu. Face aux multiples enseignements dans les églises, l'homme de Dieu estime que la bonne parole a déjà été délivrée par Jésus-Christ. Elle est unique et doit être ressentie de la même manière par tous les hommes sur la planète. Un enseignement qui a en effet touché le public présent à la conférence autour du thème « Viens et vois », tiré du livre de Jean 1, verset 46. J'ai vu que toutes les églises que nous voyons, ce n'est pas toutes ces églises-là qui respectent la Bible, l'enseignement de la Bible. Pour l'évangéliste Yao Kofi Roger de l'Église du Christ de Côte d'Ivoire, il appartient donc aux hommes de respecter les paroles bibliques pour obtenir le salut que recherchent tous les hommes auprès du Seigneur. Après une expérience réussie avec une première promotion formée à la compréhension du monde des affaires, la Salomon Bessaline Business School lance une nouvelle rentrée à son campus de Boaké. Mais avant, son président Jean-Marc Suomi s'est entretenu avec les jeunes femmes et hommes désireux d'intégrer cette école de formation à la pratique des affaires. Emmanuel Bonzo. La pratique des affaires est régie par une philosophie qu'il faut comprendre avant de s'y engager. Pour une meilleure appréhension des codes dans ce milieu, la Salomon Bessaline Business School incite depuis quelques années à l'entrepreneuriat et à l'investissement. À travers cette école des affaires, elle forme des générations de leaders à la réalisation de leurs projets. À Boaké, où la SBBS a un campus, elle a effectué la rentrée officielle de la deuxième promotion spéciale de formation aux affaires. Il s'agit de faire vivre à ces nouveaux apprenants une expérience de transformation positive dans la pratique des affaires. À la SBBS, on sort transformé. On a désormais une compréhension profonde des affaires. Chaque leader des affaires rentré à la SBBS a pu travailler pendant les 6 mois sur 2 projets d'affaires qu'il a mis en place. Et maintenant, pour ceux qui ont fini, la phase d'accompagnement va leur permettre de véritablement implémenter et de commencer à gagner de l'argent. Donc la formation apporte une transformation positive et elle forme des forces spéciales des affaires. La SBBS est venue réveiller en moi quelque chose qui était caché. Me faire comprendre dans la philosophie des affaires. Je suis même outillé à approcher, à aider d'autres jeunes de Boaké à comprendre le monde des affaires. Il s'agit donc de faire de cette promotion d'hommes et de femmes des acteurs capables de déployer leur talent pour la réalisation de leurs projets de vie et d'entreprise. Fonctionnement de l'école, modules d'enseignement et modèles de réussite ont été présentés aux participants qui estiment avoir été édifiés. Tout entrepreneur débutant, il serait vraiment important que cette personne suive la formation pour pouvoir être aguerri. Parce que je pense que cette formation offre beaucoup plus d'outils à un nouvel entrepreneur pour pouvoir agrandir ses activités. C'est donc une nouvelle année académique pleine d'ambition que la SBBS s'apprête à faire vivre à la deuxième promotion de son campus de Boaké. La rentrée effective des classes est prévue pour le samedi 13 mai prochain. Et on se rend à la capitale politique de la Côte d'Ivoire avant de refermer cette édition. Comme prévu selon le calendrier, les sénateurs ont débuté les travaux de la session 2023 ce mardi. Au programme, examen de 2 projets de loi. Un relatif à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation présenté par le ministre Adama Diawara et l'autre, le projet de loi modifiant la loi numéro 2019-872 du 14 octobre 2019 instituant le service civique présenté par le ministre Mamadou Touré. Les travaux ont débuté dans la matinée avec Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a présenté le projet de loi relatif à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation aux sénateurs de la Commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement. Cette séance a été une occasion pour le ministre de présenter l'intérêt de ce projet de loi. Dans cette nouvelle loi, évidemment, on retrouve l'interdépendance entre le couple de recherche, innovation et sa matrice, l'enseignement supérieur. Et de l'autre, les structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ont un nouveau statut, celui d'EPAS, c'est-à-dire établissement public administratif à caractère scientifique et technologique,
qui leur confère un peu plus d'autonomie, à la fois financière et administrative, et également améliore leur gouvernance. Dans l'après-midi, la Commission des affaires sociales et culturelles du Sénat a reçu Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, pour l'examen du projet de loi modifiant la loi numéro 2019-872 du 14 octobre 2019 instituant le service civique. Le service civique a été instauré en Côte d'Ivoire depuis les années 60. Dans les années 2000, précisément en 2016, il y a une loi 2016 et 2019, il y a une loi qui a été donc votée, donc réinstaurant donc le service civique dans notre pays. Vu les enjeux actuels, les défis que nous avons et l'évolution donc des choses, il a plu au gouvernement de proposer une modification donc, de la loi de 2019 concernant le service civique pour tenir compte des enjeux actuels. Après les explications, ces deux projets de loi ont été adoptés à l'unanimité des membres présents des différentes commissions. Et c'est ici que s'arrête l'information sur Business 24 Africa. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.